je voudrais vous présenter ceux qui vont s'exprimer devant vous cet après-midi. Bruno Dary, que vous connaissez bien et qui conseille la Manif pour tous depuis la fondation de la Manif pour tous. Franck Meyer, qui est le président du collectif des maires pour l'enfance et porte-parole nationale de la Manif pour tous. Franck Meyer est par ailleurs maire. Albéric Dumont, que vous connaissez aussi, qui est vice-président de la Manif pour tous. Et Marie Marion, qui se présentera plus en détail, qui est jeune, enthousiaste et mobilisée pour l'avenir, et donc mobilisée à nos côtés. Alors, quelques mots sur l'université d'été, mais c'est surtout Albéric Dumont qui va vous en parler. Et d'ailleurs, je te passe même la parole tout de suite. Donc, la Manif pour tous organise donc, ce week-end sa 6e université d'été. Donc, la 7e saison du mouvement s'ouvre ce week-end. Donc, après Vincennes, Palavas-les-Flots, Quiberon, nous revoilà à Étiolles pour la 3e fois pour ce week-end de formation, d'information et de mobilisation à la fois de nos cadres locaux qui viennent plusieurs fois par an pour se former, se préparer aux actions de l'année. Et puis les sympathisants, plus généralement notamment ceux de l'Essonne, qui viennent pour ce coup d'envoi de la Manif pour tous, la rentrée. Vous savez, nous organisons un certain nombre d'événements, la Manif pour tous, beaucoup effectivement au début étaient des mobilisations, manifestations, rassemblements, etc. Et puis nous avons souhaité quand même, quand l'actualité nous l'a permis, développer davantage de formation avec des cycles de conférences, d'échanges, de consultations, et cette université d'été qui est quand même notre rendez-vous annuel de rentrée pour nous permettre d'annoncer un peu le programme de l'année, surtout quand celle-ci s'annonce haut en couleur. Est-ce que tu peux nous dire finalement, il y a combien de personnes qui participent à ces 2 jours? Alors, je ne veux mettre mal à l'aise personne ici, puisqu'il y a un débat entre plusieurs de vos rédactions sur combien de participants entre ceux qui surestiment et ceux qui sous-estiment. Donc, il y avait à 14 h, ce qu'on a annoncé, 440 inscrits, donc personnes physiques qui participent à l'université d'été, à ne pas confondre avec le nombre de chaises qui était de 260 dans le chapiteau capacité maximale prévue par l'ERP. Donc voilà. Donc le chiffre à venir, c'est 440 personnes qui viennent à l'université d'été se former, assister aux conférences, aux ateliers. Et donc soit le samedi, soit le dimanche, soit sur les 2 jours. Exactement. Voilà. Il y a différentes formules, comme vous avez pu voir sur notre site internet. Vous pouvez s'inscrire pour une partie du week-end, le week-end en entier, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez également contacter la personne qui nous accueille, à savoir l'Étiolles Country Club, qui nous accueille pour la 3e fois, assez chaleureusement, et qui se tient à votre disposition pour vous prouver, avec les documents de sa société, combien nous sommes réellement dans le chapiteau, pour ceux qui auraient un doute sur notre bonne foi. Puisqu'il y a régulièrement quelques contestations, nous en avons l'habitude. Ça veut dire, Albéric, par rapport à l'année dernière? C'est-à-dire, par rapport à l'année dernière, ça représente, le chiffre de 440 représente 20% de plus que l'année dernière. Et donc, ce qui, a exactement la même période. Donc, un chiffre qui est intéressant et qui est certainement l'une des conclusions de cette année, notamment d'actualité riche avec les états généraux de la bioéthique et les différentes activités de la Manif pour tous. Et un renouvellement de nombreuses équipes qui, désireuses de se former, nous ont rejoints à Étiolles pour ce week-end. Merci beaucoup, Albéric. Alors, cette année s'ouvre, cette rentrée scolaire s'ouvre sur une année qui, en principe, sera celle de la révision de la loi de bioéthique. Vous le savez, cette révision de la loi de bioéthique devrait comprendre un nombre important de sujets, lesquels sujets ont fait l'objet des états généraux de la bioéthique du 18 janvier à fin avril 2018. Ces enjeux sont immenses. Les états généraux de la bioéthique portaient sur 9 thèmes. 9 thèmes complexes, difficiles, techniques, avec des enjeux humains majeurs
et sujets qui notamment réclament une qualité, une capacité d'anticipation immense. Je pense par exemple aux neurosciences, à l'intelligence artificielle, au big data, aux données de santé, etc. Autrement dit, j'allais dire, presque un certain manque de sagesse à embrasser tant de sujets. C'était, quoi qu'il arrive, extrêmement intéressant. Le président du CCNE, le professeur Delfrécy, s'est félicité publiquement et à juste titre de la réussite de ces états généraux de la bioéthique. Et ils ont été d'une ampleur inédite. Il y a eu un nombre de participants, de réunions publiques, d'auditions et aussi de contributions sur le site internet officiel qui ont été exceptionnelles. J'ajoute que le CCNE, organisateur de ces états généraux de la bioéthique, a réalisé là un travail dont nous sommes nous aussi très heureux, parce que les débats ont été réels. Il a été possible à tous de venir librement et de s'exprimer librement, c'est extrêmement important. Alors parmi ces 9 thèmes, vous le savez, la manif pour tous, vous connaissez l'histoire de la manif pour tous, c'est celui de la procréation et de la filiation, donc, qui en particulier nous intéresse. Et cette année, bien sûr, l'un des grands débats, mais ça n'est pas le seul, l'un des grands débats est celui de l'extension de la PMA, l'évolution de la PMA pour les couples des femmes et les femmes seules. Mais il y a aussi, ça a été discuté et débattu dans le cadre des états généraux de la bioéthique, il y a eu la PMA post-mortem, la PMA sans âge limite, la PMA donc sous différentes formes, c'est-à-dire des procréations médicalement assistées, finalement sans cause médicale, sans diagnostic d'infertilité. J'ajoute que la question de la gestation pour autrui a également été débattue dans le cadre des états généraux de la bioéthique, ainsi que l'autoconservation ovocytaire. Donc vous voyez que même si on parle beaucoup de la PMA sans père, il y a également ces sujets qui vont avec. Donc la procréation est un sujet déjà très large et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes axés sur la procréation. Alors j'en viens à la PMA sans père, en l'absence de père pour l'enfant, hein, c'est pas un slogan, la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, ça veut dire PMA en l'absence de papa pour l'enfant, c'est très concret. Et je vais passer la parole à Franck qui va nous parler de cette question de fond, cette question très fondamentale et aussi des questions auxquelles tu es confronté comme mère. Bonjour à tous. Dire en effet que les mères sont concernées par les débats sur la bioéthique, pour la partie en tout cas qui concerne tout particulièrement la procréation médicalement assistée. Les mères MAIRE. Oui, absolument, il faut le préciser. Oui. Pourquoi? Parce que les maires et les adjoints aux maires sont officiers d'état civil, comme vous le savez. Et c'est nous qui inscrivons, quand par exemple il y a un acte de naissance à rédiger, qui sont les parents de l'enfant. La revendication de multiparentalité, par exemple, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je me rappelle des communiqués déjà de 2010 qui, auprès de certaines associations, revendiquaient la possibilité de reconnaissance par l'état civil français pour un enfant de plusieurs mères ou de plusieurs pères. Donc pas de questions nouvelles, mais des questions qui reviennent en force, parce qu'il y a un débat national autour de la bioéthique qui permet d'un seul coup une caisse de résonance toute particulière. Alors, les maires ont toujours attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est son article 3 qui demande que toutes les administrations, les tribunaux, les autorités locales compétentes comme les autorités nationales prennent en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, puisque nous sommes maires MAIRES de tous les habitants de nos communes, nous entendons aussi les souhaits pour certaines personnes d'avoir des enfants tout en étant seuls ou en étant en couple de même sexe. Comme les personnes qui souhaitent avoir des enfants et elles sont en couple homme-femme. Nous pouvons tout entendre. La question, c'est est-ce que la législation française doit faire évoluer l'état civil dans le sens de toutes les revendications qui aujourd'hui se font jour avec plus de force. Je veux attirer l'attention de chacun sur 2 points en particulier. Le premier, celui de la monoparentalité. Nous savons d'ores et déjà les difficultés des familles monoparentales. Nous savons au quotidien
qu'il nous faut toujours trouver, nous les mères, des solutions d'accompagnement de ces familles qui sont fragilisées. Comment peut-on penser que des politiques publiques viennent soutenir des situations de fragilité, alors que demain, on voudrait nous faire croire que la législation française viendrait créer ces situations de fragilité? Il y aurait quelque chose de totalement incohérent. Et puis, deuxième point. Aujourd'hui, lors d'une procréation médicalement assistée, homme ou femme, si l'homme avec consentement, si l'homme finalement ne reconnaît pas l'enfant, il est attaquable devant la justice. Ce simple fait montre bien qu'on estime que alors la mère et l'enfant sont lésés si l'homme ne fait pas cet acte de reconnaissance. C'est donc bien, me semble-t-il, le fait que pour l'état civil français en tout cas, pour la France, le fait d'avoir un père, c'est quelque chose qui est important et qui, si l'homme ne va pas au bout de sa démarche de reconnaissance, alors il ne tient pas le rôle qui devrait être le sien. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais en tout cas, le collectif des mères pour l'enfant, je rappelle qu'en 2013, nous étions 20 153 mères et adjoints aux mères, qu'en 2005, nous étions 12 700 mères, donc ça représente un certain nombre d'élus. Nous avons sans cesse attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci beaucoup, Franck. Alors, je vais vous donner les résultats d'un sondage qui a été fait par l'IFOP. Mais avant d'en venir aux résultats de ce sondage, qui est rendu public à l'instant, qui pour le moment et donc jusqu'à présent, jusqu'à cet instant, était tout à fait confidentiel, je voudrais rappeler un point fondamental. Emmanuel Macron, chaque fois qu'il a évoqué la question de la PMA, chaque fois que la question lui a été posée, ou qu'il l'a évoquée lui-même, a donné sa position en précisant systématiquement que c'était sa position à titre personnel. Je vous renvoie à l'interview qu'il a donnée à TQ, par exemple. Il dit bien à titre personnel, ce sont ses termes. Et quand il dit cela, ça a bien sûr une importance. L'autre point, c'est qu'il a toujours et systématiquement rappelé qu'il n'avancerait vers la légalisation de la PMA sans père que sur la base d'un large consensus. Dans l'interview à TQ que vous retrouverez, tout comme la lettre au LGBTI qu'il a écrite au dernier moment d'ailleurs dans sa campagne, ou d'autres interviews, dont un du Figaro entre les deux tours, il a dit qu'il souhaitait des débats sur cette question-là et que si les débats étaient favorables, il avancerait. Il a également dit à plusieurs reprises, et ce sont encore ses mots, « Je ne passerai pas en force ». Les états généraux de la bioéthique ont montré, qui ont été très vastes, ont montré qu'en réalité, seule une très petite minorité de personnes réclament, souhaitent la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Si je le dis dans le sens inverse, plus de 80% des participants aux réunions publiques comme au site internet de consultation en ligne ont exprimé le souhait qu'il n'y ait pas d'évolution de la PMA. Dans les auditions, il y a eu une centaine d'organismes qui ont été auditionnés, ce qui était extrêmement important, une première aussi. Eh bien, les organismes qui ont fait part de leur opposition à une telle idée étaient en représentativité beaucoup plus importante que les organismes qui étaient favorables à cette idée-là. Je précise, par exemple, l'UNAF, qui représente 700 000 familles environ, qui représente plus de 7 000 associations familiales, a pris position contre la PMA sans père. Dans l'autre sens, il y a une association qui a été auditionnée, enfin, ce n'est pas une association, elle n'a pas de statut juridique, elle a malgré tout été auditionnée, elle a une page Facebook de 242 abonnés. Nous avons analysé et exposé tout cela dans un rapport de 400 pages, et donc il y a une très grande cohérence dans les résultats des états généraux de la bioéthique, audition, réunion publique et site internet de consultation. Et le professeur Delfrécy, le président du CCNE, a conclu publiquement, en conférence de presse, sur le fait qu'il n'y a pas de consensus.
Merci beaucoup. C'est ce document qui est bien sûr à votre disposition et il y a à peu près 200 pages de sources, de citations, d'extraits, etc. Il y a des tableaux chiffrés puisque nous avons présenté les votes qui étaient exprimés puisque le CCNE avait appelé à voter, à poser des arguments et à liker les arguments. Nous avons donc fait cet exposé et cette analyse très complète qui n'a pas été faite par le CCNE. Néanmoins, le CCNE a donc reconnu le fait qu'il n'y a pas de consensus. Ou plutôt qu'il y a un consensus... Ou plutôt il y a un consensus contre. Mais pour la clarté du propos, et là je le cite, lui a dit il n'y a pas de consensus. Dans ce contexte-là, dans un contexte où Emmanuel Macron a pris pour engagement d'y aller que si l'opinion publique est favorable, en principe, Emmanuel Macron ne doit pas y aller. Ou alors il fait volte-face et il ne suit pas ses engagements. Nous avons par ailleurs demandé à l'Institut IFOP de poser des questions pour avoir, juste maintenant, à la rentrée, un état des lieux de l'opinion publique française. Je vous lis les questions et les réponses. Selon vous, l'État doit-il garantir aux enfants nés par procréation médicalement assistée le droit d'avoir un père et une mère? Total des oui, 82%. Ce résultat rejoint exactement ce qui est ressorti des États généraux de la bioéthique. Total des non, par conséquent, 18%. Question suivante. Pardon, une précision importante aussi. À cette même question, en janvier 2018, même question posée par le même institut, IFOP, 64% des Français répondaient oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette opposition à l'idée qu'on prive volontairement des enfants de père s'est très nettement élargie. Elle est massive. Question suivante que nous avons posée, enfin plutôt pardon que l'IFOP a posée. Le gouvernement envisage d'autoriser la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Les enfants nés dans ce contexte n'auraient donc pas de père. Une évidence. Selon vous, les enfants concernés seraient-ils victimes d'une inégalité par rapport aux enfants qui ont un père et une mère? Là, 50% des Français répondent oui. Et donc, quand on dit c'est une question d'égalité, eh bien, ça n'est pas exact, parce que se pose bien réellement pour un Français sur deux la question de l'égalité pour les enfants. Je le dis dans le sens contraire, on créerait une nouvelle inégalité. Et qui sommes-nous? Qui serions-nous? De quel droit oserions-nous décréter que les enfants n'ont pas besoin de père? Inégalité et injustice éventuelle pour l'enfant. Troisième question sur 4. Il est question de légaliser la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires, avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d'accord? Cela risque de susciter des manifestations d'opposition très importantes parce qu'on toucherait aux droits de l'enfant. 61% des Français s'accordent sur cette affirmation. Cela susciterait des manifestations d'opposition très importantes. Autre proposition qui était faite, cela ne suscitera pas de grandes manifestations parce que ce n'est pas un sujet important pour les Français. Et là, seuls 39% des personnes se retrouvent dans cette affirmation. Enfin, dernière question. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était déclaré favorable à titre personnel à l'autorisation de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de lesbiennes. Mais à l'issue d'une vaste consultation organisée ces derniers mois dans le cadre des États généraux de la bioéthique, le président du CCNE a conclu, citation, « Il n'y a pas de consensus sur la PMA. Dans ce contexte, le gouvernement doit-il, selon vous, préparer rapidement un projet de loi autorisant la PMA pour les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ?» Seuls 44% des Français répondent oui. Ou doit-il, le gouvernement, reporter ce débat à plus tard pour ne pas diviser inutilement les Français? Et là, vous avez 56% des Français qui répondent oui, dont 54% des proches de la République En Marche. Bien entendu, nous avons un certain nombre d'exemplaires de ce sondage. Il est à votre disposition. Il sera mis sur le site internet de la Manif pour tous. Il doit être déjà sur le site internet de l'IFOP et vous le recevrez dans vos boîtes aux lettres électroniques. Autrement dit,
non seulement il n'y a pas de consensus sur la PMA sans père, mais en plus, il y a une opposition très nettement grandissante entre le mois de janvier dernier et le mois de septembre 2018. Et donc vous allez me demander tout à l'heure, et nous sommes tous prêts à répondre à toutes vos questions, vous allez me dire que va-t-il se passer si Emmanuel Macron va sur la PMA sans père. En principe, la sagesse, l'engagement, la raison, la justice, l'égalité pour l'enfant veut qu'il n'aille pas dans le sens de la PMA sans père. J'ajoute qu'une autre question qui est posée, c'est celle de la double filiation maternelle. Peut-on dire, pourrait-on prétendre qu'un enfant a deux mamans? Il a éventuellement une mère et une belle-mère, puisqu'en effet, de fait d'ailleurs, il y a des familles où il y a une mère et puis sa conjointe qui élève un enfant. Mais dans ce cas-là, l'enfant connaît son père et sa mère. De manière générale, si ça n'est pas dans le contexte de la PMA, il connaît son père et sa mère. C'est tout à fait différent. Là, on parle d'une loi qui, par la PMA, rendrait cet enfant né de père inconnu et serait privé de l'amour paternel. Et si on prétendait qu'il y a une double filiation maternelle, on mentirait. L'enfant n'a pas été attendu et mis au monde par deux femmes. Alors l'état civil peut-il mentir? Le droit peut-il mentir? Eh bien, nous ne le pensons pas. Et sur cette question de la PMA se posent bien sûr beaucoup d'autres questions. Par exemple, la pénurie de gamètes. Vous savez qu'on manque terriblement de sperme pour les couples inféconds. Eux souffrent d'une pathologie de la fertilité, parce que les femmes dont on parle sont fécondes, elles ne souffrent pas d'une pathologie de la fertilité. Simplement, on ne peut pas avoir un enfant toute seule ou à deux femmes. Et donc les couples hommes-femmes qui ont besoin d'un apport de sperme, aujourd'hui il y a un manque. Si on ouvrait la PMA, en l'absence de conjoint masculin pour ces femmes, 100% d'entre elles auraient besoin d'un apport de sperme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se poserait alors la question de la rémunération des gamètes, du sperme. Et cette question, elle a été posée dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et donc la question de la PMA sans père, elle est très liée à la question de la marchandisation de l'humain. C'est aussi pour cette raison-là que ce sujet nous concerne tous. Elle ne concerne pas juste quelques personnes. Elle concerne bien toute la société française. Et un autre aspect, c'est bien sûr la finalité de la médecine. Est-ce que la médecine est là pour répondre à nos désirs individuels? Est-ce qu'elle est là comme prestation de service? Ou est-ce qu'elle est là pour prévenir les maladies et pour guérir ceux qui souffrent d'une pathologie? Et c'est là encore une question qui nous concerne tous. Ça n'est pas du tout une question qui n'est réservée qu'à quelques personnes. Voilà. Et dans le cadre des États généraux de la bioéthique, la diversité des arguments exprimés, la profondeur de ces réflexions sont très frappantes. Je vous invite à parcourir et même à prendre ce livre. Vous verrez que c'est réfléchi, c'est argumenté, c'est intéressant. Et en aucun cas, c'est un manque de respect à l'égard de quiconque, et ni des personnes, ni des femmes homosexuelles, ni des femmes célibataires. Ça n'est pas le sujet. C'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant, et c'est bien sûr le monde que nous voulons pour demain qui est en jeu. Alors, Bruno Darry, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire part, vous, de votre réflexion et des éléments que vous souhaitez apporter sur ce sujet? Ceux qui se sont motivés depuis 5 ans, je dis simplement, mais ils ont eu la volonté et l'intelligence de situation de se motiver autrement depuis le début de l'année. Ils sont motivés pour aller sur Internet, ils sont motivés pour aller dans les réunions publiques, ils sont motivés, alors un peu moins parce que là c'était les représentants d'associations, mais disons que pour témoigner devant le comité national d'éthique. Mais c'est-à-dire que les gens, ils savent se motiver, une grande majorité des gens qui savent se motiver pour descendre dans la rue et manifester, mais ils savent également se motiver intelligemment et avec discernement pour aller sur Internet ou pour aller participer à des réunions publiques. Quand on connaît en général l'inertie, on ne peut pas faire le procès des Français, mais bon, on préfère rester sur le canapé à regarder la télé que d'aller à des réunions publiques, eh bien ça montre quand même d'abord une volonté et puis des gens qui sont attachés à ce regard qu'on porte sur la famille. Et je crois que c'est important pour nous de savoir que
Voilà. On est soutenu par beaucoup de gens qui savent se mobiliser intelligemment et différemment. Beaucoup de Français qui sont... Voilà. Ce qui n'est pas le cas partout, parce que quand il y a 80-20, on dit qu'il n'y a pas de consensus. Moi je dis qu'il y a un consensus contre. Oui. Et que ceux qui sont pro-PMA, je ne leur fais pas de procès, c'est leur problème, etc. Mais apparemment la mobilisation est moins forte, ils sont moins nombreux, si les résultats sont là en tout cas. Donc c'est encourageant pour montrer que le large consensus demandé par le président, d'abord il est ni large, il n'y avait pas de consensus, et en plus il n'est pas large, parce qu'il y a eu un sondage du Figaro cette semaine qui montrait que dans la préoccupation des Français, les problèmes de PMA, ça arrivait en dernière position. Comme dans tous les sondages sur ces mêmes questions. Avant le travail, avant les sujets d'immigration, de sécurité, etc. etc. Donc il est ni large ni consensus. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Franck? Sur le chiffre de 82% que tu as donné tout à l'heure, Ludovine, je rappelle aussi à la presse qu'en 2006, novembre 2006, Mères pour l'Enfance avait demandé à l'IFOP de faire un sondage auprès des mères afin de savoir si, je cite la question, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il valait mieux garder l'organisation père-mère autour de cet enfant. Et la réponse avait été 81% des mères qui avaient dit oui, il vaut mieux garder un père et une mère auprès de l'enfant. Comme dit la Convention, dans la mesure du possible. Absolument, dans la mesure du possible. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on est toujours autour de 80 dans les états généraux de la bioéthique. Il y a 80% qui étaient opposés à la PMA sans père. Et dans le sondage qu'on pose, on trouve ces chiffres. À 1 ou 2% près. Bien sûr. Ce que nous défendons correspond tout à fait à ce qu'on trouve dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que dès sa naissance, l'enfant a le droit à un nom et à un prénom, et il a le droit de connaître ses parents, ceux qui l'ont mis au monde. C'est ça que ça signifie. Puisqu'aujourd'hui, il faut préciser, on a perdu parfois le sens des mots, il a le droit de connaître ses parents et, dans la mesure du possible, d'être élevé par eux. Bien sûr, les aléas de la vie font que parfois les enfants ne vivent pas avec leurs deux parents. Ça, c'est la vie. Mais là, on parle de tout à fait autre chose, qui est de priver ab initio et volontairement des enfants de la connaissance de leur père et de leur famille paternelle, et de l'amour paternel. Si Marie veut bien nous dire, très simplement, toi, Marie, qu'est-ce qui te fait réagir? Pourquoi est-ce que tu es inquiète de cette éventualité d'une PMA, d'une évolution de la PMA? Je te laisse t'exprimer. Tout d'abord, c'est important pour nous, les jeunes, d'aller se former, d'aller... J'ai participé avec un groupe d'amis, donc on est allé aux EGV, on est allé au débat et tout pour regarder ce qu'on en disait et comment s'orientaient les débats. Et c'est vrai que pour nous c'est important, c'est quand même un enjeu humain qui est immense. Du coup c'est important de défendre les droits de l'enfant, de défendre aussi, de rappeler l'intérêt de la médecine qui est à la base un moyen d'aider justement l'homme, et non pas une fin pour répondre à tous ses désirs et assouvir, oui, justement, tous ses désirs. Donc c'est important aussi pour moi parce que je suis en école d'infirmière. Du coup, je trouve que voilà, il faut s'impliquer dans ces débats et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés par toutes ces questions. Ouais. Tout à fait, merci beaucoup Marie. Nous sommes disponibles pour vos éventuelles questions, bien sûr. Si quelqu'un n'a pas eu le sondage en entier, je l'ai encore en papier et il est dans vos boîtes mail. Alors là, c'est le communiqué de presse. Le communiqué et le sondage. Voilà, et le sondage. Que vous avez aussi. Et par ailleurs, tu as raison, si tu veux bien te passer un livret. Oui. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, on entend parfois des caricatures à propos de la manif pour tous, et parfois aussi un certain refus du débat. Ce n'est pas le cas des médias du tout, hein. Un certain refus du débat,
avec des personnes, des associations qui ne sont pas d'accord avec nous. Ce petit livret n'est pas pour répondre à ce que je viens de dire, mais ce petit livret d'une petite soixantaine de pages a été écrit et remis au moment où nous avons été auditionnés par le CCNE. Si vous vous intéressez à la Manif pour tous, feuilletez-le, comme ça vous verrez que nos réflexions sont vraiment fondées sur les aspects éthiques, anthropologiques, juridiques, etc., etc. On n'est pas dans un non qui n'est pas fondé, qui n'est pas réfléchi, et nous sommes au contraire dans un oui aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Donc il est à votre disposition. Oui, question, Louis Lacroix. Est-ce que vous appelez d'ores et déjà à manifester et à partir de quand vous envisagez les premières manifestations, si vous ne dites pas trop la première réponse, vous allez appeler à la mobilisation? Écoutez, Emmanuel Macron, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, il y a même une opposition massive à la PMA sans père. Il faut bien prendre en compte le pays réel. Et je crois que parfois, ce pays réel, il est un peu oublié de certains responsables. Ce pays réel est opposé à la PMA sans père. Et je crois que c'est incontestable. Donc Emmanuel Macron, qui connaît l'état des lieux de l'opinion publique, qui connaît la réalité de ce qu'ont donné les états généraux de la bioéthique, même si, enfin d'ailleurs, le professeur Delfrécy a constaté officiellement, publiquement, qu'il n'y a pas de consensus. Je pense qu'Emmanuel Macron sait même qu'en fait, il y avait environ 80 à 90% d'opposition à ces projets envisagés. Le sondage que nous publions, qui rejoint tous les sondages sur, aux Français, quelle réforme attendez-vous, la PMA, et encore parce qu'elle est proposée, est toujours en tout dernier. Donc, nous pensons vraiment que, raisonnablement, que logiquement, Emmanuel Macron n'avancera pas vers la PMA sans père, Emmanuel Macron, le gouvernement. Après, il est vrai qu'il y a une pression très forte de militants de la PMA, dont certains sont politiques, hein, y compris au sein de la République En Marche. Mais il faut bien voir aussi un autre aspect, c'est que la PMA sans père divise chez les politiques, divise même à la République En Marche, divise chez les médecins, divise les Français, divise même chez les scientifiques. Vous avez beaucoup de scientifiques de renom qui ont exprimé leur opposition à une telle idée, sans parler des philosophes, etc., etc. Donc, nous n'avons pas de raison, là, aujourd'hui, d'appeler à manifester. Après, si Emmanuel Macron fait volte-face, ce sont des choses qui arrivent aux politiques. C'est le sens de ma question, vous avez compris. Voilà, mais ça me permet d'insister. On n'en est pas là. Et je pense que ça n'a rien d'inéluctable. Alors, si Emmanuel Macron faisait volte-face, alors, de fait, il y aurait une mobilisation immense. D'ailleurs, 61% des Français pensent qu'il y aurait des manifestations très importantes. Non pas parce que la manif pour tous ou pas la manif pour tous, parce que les enjeux, parce que toucher aux droits de l'enfant, c'est fondamental. Et ce serait immensément risqué pour lui et pour les responsables politiques. Voilà, ce sont des enjeux, comme en 2012-2013 et sans doute encore plus largement, qui mobiliseront. En 2012-2013, rappelez-vous, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Moi, je suis d'accord pour le mariage, mais la PMA et la GPA, certainement pas. » Et donc, ces gens-là, ils seront vraisemblablement aussi dans la rue. Et la question n'est pas est-ce qu'on sera aussi nombreux, la question est plutôt serons-nous encore plus nombreux, et je le pense très fondamentalement. Alors, mardi, le CCNE rend un nouvel avis. Alors, est-ce qu'il va revenir à ce qu'il a dit en 2011, qui est que les enfants ont besoin d'un père et qu'on ne peut pas les en priver volontairement, ou est-ce qu'il va reprendre son avis de 2017 allons-y, malgré tous les obstacles que le CCNE a lui-même énumérés dans son document de travail? Ou est-ce que le CCNE dira, sur cette question-là, sur ces questions de procréation, aux politiques de décider? Nous ne savons pas encore. Alors en revanche, justement, nous faisons une petite opération, un rendez-vous, nous donnons rendez-vous mardi 25 à 19h devant le CCNE, en disant carton rouge ou carton vert, venez donner votre avis, venez réagir. Et nous verrons ce que ça donnera. Je crois que nul ne le sait aujourd'hui, si ce n'est les membres du CCNE. Je n'ai pas entendu de suite, en tout cas. Voilà, mais ça n'est que le comité consultatif, de toute façon. J'aurais une question
Oui. Concernant votre sondage, à la question, selon vous, les enfants nés d'une PMA seraient-ils victimes d'une inégalité par rapport aux enfants qui ont un père et une mère? On voit bien que les seuls à avoir répondu majoritairement oui sont âgés de plus de 65 ans. Est-ce que ça montre pas quand même qu'il y a une évolution des mentalités à propos de ces sujets? Alors votre question est très intéressante. Il y a sur certaines questions une différence selon les générations et sur d'autres questions il n'y a pas de différence. Moi je me demande si la différence n'est pas plutôt liée au fait d'être parent ou grand-parent ou de ne pas encore être parent. Autrement dit, il y a une question d'expérience de la vie. Et les jeunes qui aujourd'hui disent oui, ça ne veut pas du tout dire que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne diront pas non. Donc ce n'est pas forcément une évolution, c'est peut-être aussi une évolution personnelle liée à l'expérience de la vie. Et ça, c'est très difficile d'en faire l'analyse et la lecture. J'en ai parlé avec l'IFOP, et il faudrait pouvoir affiner encore davantage. Et par ailleurs, à propos du détail, il y a une différence très nette entre hommes et femmes. Dans les réponses, les hommes sont encore plus opposés que les femmes à l'idée de la PMA, puisqu'évidemment les hommes comprennent que ça revient à dire « les enfants n'ont pas besoin de père ». Vous, père, vous n'êtes rien pour vos enfants, vous ne comptez pas, vous n'êtes pas important. Et je vais plus loin, ça revient même à dire aux jeunes d'aujourd'hui, votre père, aucune importance. Vous vous rendez compte du message que nous envisagerions de faire passer, non seulement à tous les hommes, qu'ils soient pères effectivement ou pas, mais aussi à tous les jeunes. Et encore une fois, sous cet aspect-là, c'est une question vraiment fondamentale qui nous est posée. Il est 18h30, je vous propose de clôturer cette séance, à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais dans tous les cas, on reste à votre disposition à l'issue pour des discussions plus personnalisées. Merci beaucoup à tous. Merci bien.